Face à face, bonsoir à tous. Pour une heure de débat entre Jean-Pierre Chevènement et Éric Zemmour. Au sommaire, premièrement, un regard sur la gauche de Jean-Pierre Chevènement. Que signifie passer du socialisme à la République? Deuxième partie de ce débat, qu'est devenue l'école républicaine aujourd'hui? Et troisième partie, l'école est-elle le premier échelon de la lutte contre le séparatisme? Et puis qui pour défendre l'identité française aujourd'hui? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir messieurs, bonsoir, Éric Zemmour et Jean-Pierre Chevènement. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous avez été un des ministres et ministres d'État piliers de la Ve République, recherche et industrie, éducation nationale, défense intérieure pendant près de 10 ans. Vous avez été élu pendant 41 ans au territoire de Belfort. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et le dernier en date, c'est celui-ci. Qui veut risquer sa vie la sauvera, chez Robert Laffont. Alors c'est un ouvrage dans lequel vous invitez le lecteur dans votre vie. C'est une immense fresque qui va de vos années d'enfance, dans la France occupée, à la France d'aujourd'hui, en passant par la guerre d'Algérie, et puis même jusqu'à la venue au pouvoir de la gauche et son exercice d'ailleurs à partir de 1981. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous êtes d'ailleurs un socialiste qui a progressé, vous le dites. Vous êtes devenu républicain plus que socialiste, et vous dites: je suis venu non pas du socialisme à la République, mais j'ai de plus en plus républicanisé mon socialisme, c'est-à-dire. Fils d'instituteur, j'ai tété la République à la mamelle, si je puis dire, puisque mon institutrice, c'était ma mère, mais qui m'obligeait à l'appeler Madame, parce qu'en classe, on ne plaisantait pas. Le principe d'égalité s'imposait. Et j'ai pensé à un moment de ma vie, au retour de la guerre d'Algérie, qu'en rapprochant socialistes et communistes, je ferais jaillir une énergie dans la jeunesse qui viendrait de ce que socialistes et communistes étaient divisés depuis 1921. Donc c'était une brisure ancienne, et c'est ce que j'ai voulu faire en créant le CERES, c'est-à-dire un petit laboratoire d'idées pour donner à la gauche un logiciel. Et je me suis rendu compte, à partir de 1981, que les socialistes étant plus capables de porter les idées auxquelles je tenais, la meilleure ligne de défense était encore la République, l'accent mis sur ce qui nous est commun, ce qui nous permet de nous rassembler. Et la République n'est pas, pour moi, un mot, c'est un concept exigeant qui part de l'idée que chaque citoyen est une parcelle du souverain. Je crois à la souveraineté nationale, mais chaque citoyen doit exercer sa souveraineté à la lumière de la raison, en recourant autant que possible à une argumentation raisonnée pour convaincre les autres, non pas à la lumière de ses dogmes, mais à la lumière de ses arguments. Éric Zemmour, la meilleure ligne de défense, c'est la République? Tout Chevènement est dans ces quelques phrases. Je tiens à dire que là, je vous ai reconnu tout entier. Et vous savez, je suis de ces 5% qui ont voté pour vous en 2002. Parce que justement, ce discours me séduisait depuis longtemps. Et il répondait à ce que j'attendais, ce que je croyais comme réponse à la crise que vivait la France. Et je vais vous avouer, et je vais développer mon idée, je ne le crois plus. C'est-à-dire que je pense que ce discours républicain est désuet, dépassé. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, qu'est-ce que c'est que la République? La République, pour vous, comme pour moi, je crois, vous allez me dire si je me trompe, c'est quelques grands thèmes. C'est-à-dire, vous avez dit la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, le mérite, la laïcité, la patrie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas trop compliqué et je n'ai pas à inventer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons plus la souveraineté nationale puisque nous avons la fameuse souveraineté européenne d'Emmanuel Macron, même si
elle n'existe pas. Nous n'avons plus le mérite puisque nous avons la discrimination positive à tous les étages et que la méritocratie est foulée aux pieds. Nous n'avons plus la patrie puisque le discours patriotique est remplacé par un discours de repentance permanent. Et nous n'avons plus la laïcité puisque nous avons un multiculturalisme. C'est-à-dire que je pense que la République, aujourd'hui, est complètement enfoncée de partout. Elle n'est plus qu'un mot, elle n'est plus qu'une illusion. Vous savez, j'ai une comparaison historique, je vous la livre. En 1824, vous vous souvenez, Charles X arrive au pouvoir après son frère Louis XVIII et il veut restaurer la grande monarchie absolue d'antan. Et pour cela, de façon spectaculaire, il refait le sacre d'antan comme Louis XIV et comme les grands Capétiens. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole parce qu'entre-temps, il y a eu la Révolution, il y a eu l'Empire, il y a eu Napoléon qui faisait des rois comme on faisait des officiers et des caporaux. Et donc, la monarchie n'a plus cette aura. Eh bien, je pense que la République, votre République, notre République, vit le même moment historique. Au moins, voilà un point qui est clair, nous sommes en désaccord. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Il est vraiment dommage que tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont voté pour moi en 2002 ne soient pas réveillés plus tôt, parce que j'aurais été élu sans difficulté. Je vous assure que c'est vrai. Mais vous pouvez me croire, j'ai vraiment mis votre bulletin dans l'urne au premier tour de 2002. Mais qu'est-ce qui ferait que des valeurs qui méritaient d'être défendues en 2002 seraient désuètes aujourd'hui? Est-ce que tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, par exemple, l'illusion que les choses peuvent se décider en dehors de nous, au niveau de l'Europe, au niveau mondial, est-ce que l'idée que la laïcité serait désuète, que le communautarisme serait désormais notre loi, l'idée que la discrimination positive tuerait le mérite, est-ce que tout ça vaut quelque chose? Pour moi, ça ne vaut rien. Mais c'est la réalité, M. Chevènement. Mais ce n'est pas la réalité. On ne fait pas de politique en dehors des réalités, vous le savez très bien. C'est la réalité. Mais je ne vois pas en quoi c'est la réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Mais parce que vous comprenez, vous avez dit tout à l'heure dans votre début d'introduction, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait tout Chevènement là-dedans, vous avez dit, et vous avez tout à fait raison dans l'idéal, la démocratie et la République, c'est un débat rationnel qui repose sur la raison et non pas sur les dogmes. Mais ça suppose qu'on croit déjà en la puissance de la raison et en la puissance de l'éducation. Tout à fait d'accord. On va en parler après, je crois qu'on a le thème sur l'éducation. Il est clair que tel est mon cas. Mais bien sûr, mais moi aussi. Tel est mon cas. Sauf qu'aujourd'hui, moi aussi, je vous assure, moi aussi, et j'y ai longtemps cru, seulement je constate que vous considérez, si vous voulez, vous ne sortez jamais d'un club de réflexion. Malheureusement, la vie n'est pas un club de réflexion, ce n'est pas le CRS, tout le monde n'a pas lu Renan, et c'est un lecteur de Renan fou qui vous le dit. Alors, permettez-moi de vous dire... Je finis. Vous sous-estimez les passions humaines. Aujourd'hui, nous sommes dominés par les passions religieuses, les passions ethniques, les passions raciales, les passions de genre, etc. Et ça, vous le sous-estimez. Vous vivez dans un empiré, dans un club de réflexion, et ça ne marche pas comme ça, malheureusement, dans la réalité. On le laisse répondre. Non, je ne baisse pas pavillon devant les passions déchaînées. Je pense qu'elles méritent d'être combattues. Pour moi... mon instinct fondamental, c'est de mettre de la raison dans l'histoire. Je ne néglige pas le fait que l'histoire, à la fin, est toujours tragique. Mais néanmoins, je pense que la position que je défends est la seule qui permette à la France de surnager dans la période qui vient. Parce que dans l'esprit des hommes, la France s'identifie à cette croyance en la raison humaine, en ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors, de laïcité, si on comprend bien la laïcité et le substrat culturel qui est le substrat de cette idée, ça ne pose pas de problème. C'est la croyance en l'homme, c'est la croyance en la puissance de la conviction, de l'argumentation. Et je ne vois pas pourquoi nous renoncerions à ces valeurs. Elles sont peut-être mal portées, mal défendues, mais c'est une raison de plus de les relever. Par conséquent, je crois, comme Clémenceau, que la République est un bloc. Moi aussi. La Révolution est un bloc. Mais la République aussi. Oui, d'accord. La République est un bloc parce que ce sont des exigences cohérentes entre elles. Et tout ça marche ensemble. Donc, il faut maintenir ce cap. Et je pense que le patriotisme républicain
a été évoqué par le président de la République, peut-être pas tout à fait par hasard, parce qu'il sent bien qu'il y a là le bon cap qui nous permettra de gagner le port. Monsieur Chevènement, je pense qu'une fois de plus, vous vivez dans les idéaux et que vous ne voyez pas le réel. Il y a une très belle, il y a des très belles pages. Que vous ne viviez pas dans l'idéal. Non, moi je ne. Cher Éric Zemmour. Je ne vis pas dans l'idéal parce que l'idéal aujourd'hui c'est l'illusion. C'est l'illusion idéaliste. Attendez, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit la France incarne la raison. Incarne la croyance en la raison. La croyance en la raison, absolument. Hein, et vous savez, je ne suis pas dogmatique, je suis prêt à écouter, à échanger. Non, mais tout à fait, je ne conteste pas ça. Au débat, à la contradiction. J'ai très bien compris, et je ne le conteste pas. Il y a dans, vous savez, Origine de la France contemporaine de Taine, des pages absolument admirables dans lesquelles il explique, comme vous, si j'ose dire, mais vous allez voir pour une conclusion différente, il explique que la France, c'est la raison. Il explique que c'est l'universalisme, que c'est l'abstraction. Il explique que c'est en gros Descartes et Voltaire pour aller très vite. Et il ajoute, et c'est là notre différence, c'est qu'il dit le problème de cette abstraction et de cette raison, c'est que la France croit que tous les hommes sont les mêmes. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas égaux, mais tous les mêmes. Qu'il n'y a pas de terreau à l'humanité, que les gens n'ont pas des cultures différentes qui s'opposent, des civilisations qui s'affrontent, et que tous les hommes, il y a un universalisme naïf qui fait la perte de la France. Et quand je vous écoute, je ne peux pas m'empêcher de penser à Taine, parce que c'est exactement ce que vous croyez. Vous croyez qu'il y a une espèce d'universalisme abstrait, la raison. Mais non, les hommes sont issus de civilisations. Non, je ne cite pas Taine par hasard. Naturellement, Taine a de la Révolution française une lecture réactionnaire. Absolument d'accord. Et par conséquent, je ne suis pas surpris que vous le citiez. Mais j'aimerais citer Jaurès, qui ne nie pas les nations et l'existence des nations, qui a fait la synthèse entre l'idée républicaine qui sort de notre histoire. Et le socialisme. Comme l'a dit Emmanuel Macron, la République commence en France avant la République. Parce que c'est parce que la France est devenue une nation qu'elle a pu devenir aussi une République, proclamer la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, puis 2 ans après, devenir une République. Et Jaurès montre que, c'est sa phrase, je la cite, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Et je pense que c'est une vision beaucoup plus profonde, celle de Jaurès, telle qu'il l'exprime, dans l'histoire socialiste de la Révolution française. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Excellent livre sur lequel je vous invite à réfléchir, pour éviter d'hystériser inutilement le débat. Parce que la passion, ça peut consister à mettre tellement de haine face à face qu'à un moment donné, on n'arrive plus à les maîtriser. Or, moi, je voudrais éviter à notre pays le funeste destin qui le guette, qui est celui d'un acheminement à une guerre civile. Et vous l'avez évoqué vous-même quelquefois, vous devriez éviter de mettre de l'eau au moulin de cette mécanique qui nous entraîne en quelque sorte par une surenchère de, je ne dirais pas de 2 bords, parce qu'il y a beaucoup plus que 2 bords, il y a beaucoup de bords, mais tous peuvent en effet mettre une passion irraisonnée dans le débat. Monsieur. Alors que moi, je vous invite à réfléchir à ce que peut être une république de citoyens, une république d'égaux, une république où ce n'est pas l'origine, où ce n'est pas la religion, où ce n'est pas la philosophie qui permet de distinguer entre les citoyens. Ce qui les distingue, c'est l'opinion à laquelle ils parviennent de bonne foi, naturellement. Monsieur Chevènement, et à laquelle ils veulent vous rallier, si c'est possible. Si je comprends bien, quand vous annoncez la guerre civile, c'est pour l'éviter, et quand moi j'annonce la guerre civile, c'est pour la provoquer. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a le même diagnostic. Seulement, moi, je considère que votre remède est désuet, qu'il ne marche plus. Je le regrette, monsieur Chevènement. Je vous répète, je suis un enfant comme vous de la République. Comme vous, j'ai cru à la méritocratie et j'en ai profité. Je suis un enfant de milieu populaire. Je ne suis même pas un fils de prof comme vous. Donc c'est dire que... d'instituteur. D'instituteur, c'est encore Mon mieux. père se disait ouvrier de la grammaire et du calcul. Ah voilà, exactement. Donc c'est pour vous dire que je pars des mêmes bases que vous. Et pendant des décennies, je dis bien des décennies, j'ai cru à la même chose que vous. Mais là, maintenant... Je vous répète, c'est la fameuse phrase de De Gaulle que vous connaissez comme moi par cœur, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et là, ce que je vous dis, c'est que vous êtes dans l'illusion
des mots, des verbes et des concepts, alors que moi, je suis dans le réel des passions et de la réalité d'aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que je souhaite la guerre civile, ça veut dire que je la vois venir. Vous savez la fameuse phrase de Bainville que vous connaissez par cœur, « Les républicains accusent ceux qui prédisent les événements de les avoir provoqués. » Je n'ai rien provoqué, j'annonce les événements, exactement comme vous. Le réel, Éric Zemmour, n'est pas que dans les passions, les haines. Le réel... Elles existent. Et elles montent en ce moment, vous le dites vous-même. Et elles montent si nous les encourageons à monter, si nous ne les disciplinons pas, justement, par l'appel à voir plus loin, à anticiper. Nous sommes une nation de citoyens. Je le répète, nous sommes une nation de citoyens. Et par exemple, sur ce sujet, j'aimerais connaître votre point de vue. Est-ce que le métissage est une bonne chose? Ou plus exactement, est-ce que finalement, ça fait partie de la vie, avec les passions que ça suppose, mais c'est quelque chose que nous devons accepter pour la France, parce que la France, c'est d'abord la République aujourd'hui, et que la République accueille tous ses enfants. Et sur ce point-là, est-ce que nous acceptons cette idée de métissage? Je ne dis pas qu'il faut la prôner, peut-être pas. Chacun fait comme il l'entend. Non, mais attendez. Il est très important d'avoir une définition civique de la nation et pas, vous l'avez bien compris, une définition ethnique ou ethno-culturelle. J'ai très bien comme compris. Je me demande quelquefois si ce n'est pas votre cas. Alors je vais vous répondre précisément. Le métissage, vous l'avez dit vous-même à la fin, ne doit être, d'après moi, ni prôné, ni diabolisé. On est passé d'un extrême à l'autre. On est tellement obsédé par Hitler et les années 30 et son concept de race pure, que maintenant, j'allais dire, on prône le métissage pur. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas métissé est mal. Et en particulier, tout ce qui est blanc est diabolisé. On est passé d'un extrême à l'autre. Moi, je me moque complètement du métissage, pour ou contre. Je n'y suis pour ni contre. Les gens font ce qu'ils veulent de leurs relations sexuelles, de leurs relations amoureuses, de leurs relations sentimentales. Ils épousent qui ils veulent. Je suis très heureux de l'entendre. Mais c'est une évidence pour moi. Mais vous avez raison de me faire préciser, parce que je vais continuer. Maintenant, en plus, vous savez très bien que même un historien comme Bainville, que je citais tout à l'heure, qui était l'historien de l'Action française, dit que la France n'est pas une race. Vous savez très bien ça. La France est une nation. La France, c'est une âme, comme disait Michelet. Donc il n'y a rien là-dedans. La France a toujours été métissée. Il y a toujours un mélange entre les Ligures, les Gaulois, les Romains, etc. La France est un creuset. On est d'accord. Et d'ailleurs, Renan se moquait lui-même des Allemands qui, à l'époque, parlaient de race pure allemande, alors qu'à l'époque, même l'Allemagne était déjà métissée avec les gens du Sud, du Nord. Mais passons. Mais maintenant, le problème, c'est que là aussi, maintenant qu'une fois qu'on a fait ce discours théorique, où nous sommes d'accord, il y a la réalité. Et la réalité, c'est deux choses. La première, c'est un discours dominant depuis les années 80 qui est soi-disant antiraciste et qui est en fait raciste anti-blanc et qui prône le métissage obligatoire. Je vous arrête tout de suite parce que ce discours n'a jamais été le mien. Mais je n'ai jamais dit que c'était le vôtre. J'ai jamais dit que c'était le vôtre. Ceux qu'on appelle les racisés. J'ai jamais dit que c'était le vôtre, évidemment. Les coloniaux. Mais d'ailleurs, ces gens vous détestent. Ces gens vous détestent presque autant que moi, c'est dire. C'est dire. Je n'en sais rien, je ne cherche pas à. Nous sommes d'accord. J'ai jamais dit que c'était votre discours, M. Chevènement, jamais. Mais en même temps, je pense que la guerre qu'ils imaginent, qui est une guerre des races, nous envoie dans le mur. Oui, absolument, on est bien d'accord. Autant, je trouve que ceux qui avaient une vision du monde en termes d'opposition de classe sociale ont finalement été le terreau fécond d'un réformisme intelligent et qui va dans le sens, je dirais, d'un État social dont je reste partisan, bien entendu. Autant ceux qui aujourd'hui prônent cette concurrence des revanchismes de toutes sortes, que ce soit les musulmans, que ce soit les Chinois qui veulent se venger des humiliations, des traités inégaux, les Indiens qui pensent qu'ils ont été jadis envahis par les musulmans et qui vont proclamer l'hindouité, et puis il y aura... mais c'est le réel, M. Chevènement, c'est le réel d'aujourd'hui. Mais c'est le réel dont nous ne voulons pas. Mais attendez, j'ai pas fini. Parce que j'ai pas fini ma démonstration, si vous me permettez.
Je suis loin de Allez-y, vous continuez, accorder et ensuite on parlera de le mot de l'école. démonstration, parce que En tout cas, ma j'ai conviction. entendu beaucoup d'affirmations. Mes convictions, si vous voulez. Je ne dirais pas Apprenez d'imprécations, ça mais, comme vous mais voulez. d'affirmations. Affirmation, si vous voulez, D'affirmation. comme vous voulez. Mais en Mais- tout cas, vous m'avez posé une question, donc je vous réponds. Alors, Éric Zemmour répond. Donc quand ensuite, on parlera de je l'école. réponds, je continue. C'est que quand vous dites la France, c'est la raison. Quand vous dites, vous ne l'avez pas dit, mais vous le pensez, la France, c'est l'universalisme. Quand vous dites la République, c'est le métissage. Vous oubliez une chose, et c'est ce que j'essayais de... Non, la République, c'est l'acceptation. du L'acceptation, ok. Vous oubliez une chose que j'ai essayé de dire tout à l'heure en citant Taine. C'est que cette abstraction française, elle ne se fonde pas en l'air. Elle se fonde sur un terreau culturel et je dirais ethnique. C'est-à-dire les hommes qui étaient là en France depuis 1000 ans, ce mélange de Gaulois, de Romains, de Celtes, de Ligures, etc. Ils ne sortent pas de n'importe où. Ils ont fécondé une terre européenne en France. Vous connaissez le fameux mot du général de Gaulle, peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Tout ça, ça a un terreau, ça a un fond. C'est ça qui a donné l'universalisme français et la raison française et l'abstraction française. Elle ne sort pas d'Asie, elle ne sort pas d'Afrique, elle sort de ce terreau européen et de cette culture-là que j'ai définie. Donc oui, il y a un universalisme français, oui, il y a une raison française, mais elle est enracinée. Et Qu'est-ce qui vous permet de mettre des limites comme celles que vous venez d'introduire? L'histoire de France. Il y a l'histoire Et la de géographie. France. L'histoire de France a accueilli des Arméniens, elle a accueilli des Juifs, elle a accueilli des Polonais, elle a accueilli des Russes, elle a accueilli des Vietnamiens, des Chinois. Mais bien sûr que si. Oui, elle a accueilli des Algériens. Oui. Hein, Monsieur Chevènement, il me semble que... Chevènement, quand vous mangez un risotto aux cèpes, vous pensez que c'est du riz avec des cèpes ou des cèpes avec du riz? Mais vous-même, parce qu'il faut savoir quelle est la majorité, quelle est la minorité. Cher Éric Zemmour, je dis ça, pas du tout, croyez-le, pour insinuer quoi que ce soit. Oui. Mais vous-même, vos racines, elles ne sont pas strictement en Europe. Et c'est évident. L'oued Zemmour, il coule quelque part en Afrique du Nord. Ça veut dire Olivier en berbère. Ça veut dire Olivier en berbère. Exactement. Donc voilà, vous êtes une illustration de l'extraordinaire capacité de la France à faire mélange, à agréger de la manière la plus remarquable des gens très brillants venus d'ailleurs. Et je pense que cette mécanique, nous devons veiller à ce qu'elle puisse continuer à fonctionner. C'est bien la raison pour laquelle je pose le principe du respect de la loi républicaine vis-à-vis de tous ceux qui veulent, par exemple, acquérir la nationalité française ou même obtenir le statut de résident sur le territoire national. Je pense que la moindre des choses, c'est d'accepter la prééminence de la loi républicaine. La moindre des choses. On ne peut pas discuter. Fluctuat nec mergitur, ça devrait être la devise de la République pour les temps à venir, parce qu'il ne m'échappe pas du tout qu'il y a des gens qui contestent la définition républicaine de la nation. Il y a des gens qui peut-être voient en moi quelque chose qu'ils détestent parce que je représente cette idée, mais cette idée, je la crois solide. Et je pense qu'elle est relativement insubmersible. Évidemment, à charge pour les Français de le démontrer. Ce n'est pas évident. Monsieur Chevènement, d'abord, je vous remercie pour ce bel éloge que vous avez fait de moi, et je remercie mes parents de là-haut, vous en savent gré, puisque c'est à eux que je dois tout ça, parce que justement, ils m'ont élevé d'une certaine façon. Et donc, si vous voulez, c'est ça la différence. C'est que si, vous avez tout à fait raison, le génie de la France, c'est de pouvoir assimiler des gens qui viennent de partout, il faut deux choses. Que, un, la France croit en son génie, et que, deux, les gens qui viennent d'ailleurs veuillent devenir français et s'assimiler aux Français. Or, il faut une double volonté. Exactement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et ben voilà. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Les deux conditions manquent. Les deux conditions manquent, monsieur Chevènement. Les deux. Du côté de la France et du côté de la plupart de ceux qui arrivent. Nous avons tous les deux la nationalité française, mais faisons en sorte que la France rayonne, qu'elle accueille, que justement. Mais ça, monsieur Chevènement, je ne suis pas d'accord. Il y a deux choses. D'abord, aujourd'hui, les gens qui viennent, pour la plupart, ne veulent plus s'assimiler dans le creuset français. Le creuset français, ce n'est pas seulement du juridisme, c'est aussi une culture des mœurs, une certaine idée de l'histoire de France qu'on s'approprie
Ici, quand je dis que je défends tel ou tel héros de l'histoire de France, je suis surveillé par le CSA qui me censure. C'est ça aujourd'hui. Non, le CSA fait bien son travail. Ah, il fait très bien son travail, mais quand je dis que le général Bugeaud est un grand homme, je me fais tancer. Excusez-moi, quand j'étais petit, on disait que le général Bugeaud était un grand homme, c'était dans la continuité de l'histoire de France. Nous vivons ça aujourd'hui, M. Chevènement. On ne vit plus en 1900, M. Chevènement. Nous vivons dans la culture aujourd'hui, par conséquent, très rare sont les gens qui savent même de quoi ils parlent. On est bien d'accord. On est bien d'accord. À part vous et moi, peut-être très peu de gens ont réellement lu les œuvres du général Bugeaud, qui a fait une histoire de l'Algérie française en 1850, qui a été édité à Paris à ce moment-là, qui est très intéressant. Attendez, parce qu'il montre, laissez-moi parler, je vous en prie. C'est en principe moi qui suis interviewé. Non, je vous interviewe pas, M. Chevènement, en débat. On est passé à une situation où l'émission est celle où Éric Zemmour est non, Monsieur Chevènement, le principe de l'émission, c'est un débat entre vous et moi. Ce n'est pas une interview. Je ne vous interviewe pas. C'est que sa démonstration, elle est un peu longue. Donc, mais je vous laisse parler avec plaisir. Donc, soyez un peu pas la plus même court chose. dans votre démonstration. Non, alors, ce que je voulais... Non, mais je vous en prie. Je voulais simplement vous dire une chose. Vous dites, aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'intégrer, s'assimiler. C'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux. Non. Et si je regarde un peu comment les choses se passent autour de moi, je constate qu'il y a des gens qui le font peut-être à bas bruit, qui ne le proclament pas de manière sonore, mais qui le font quand même. Je dirais que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine. Alors, il y a évidemment des résistances, mais ces résistances, sur quoi sont-elles fondées? C'est cela qu'il faut regarder. Et je pense que dans le projet de loi que prépare le président de la République contre le séparatisme, il y a des outils utiles pour faire en sorte que dans notre pays, à l'école, eh bien, les valeurs républicaines, la laïcité soient respectées. Et je pense que la démarche de Jean-Michel Blanquer, qui consiste à désigner des référents laïcité, porte ses fruits. On voit qu'il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits tout à fait déplaisants, des injures, des manifestations tout à fait insupportables, comme par exemple la vocation de la décapitation de tel ou tel professeur ou toute chose qu'on voit circuler. Mais c'est le fait d'une toute petite minorité. Non, il y a 12 millions et demi d'élèves, je vais vous laisser me répondre, oui. Il y a 12 millions et demi d'élèves, mais il y a peut-être quelques milliers de ceux-ci qui sont concernés. Justement sur l'école, Éric Zemmour. Mais je pense que vous sous-estimez tout et que vous vous trompez sur le diagnostic. Et vous dites en gros, il faut que la France rayonne, il faut qu'elle continue d'accueillir. Moi, je dis exactement le contraire. Non, il faut nous fermer à l'immédiat. Attendez, je vous ai laissé, je vous en prie. Moi, je considère qu'il faut au contraire fermer les frontières à toute immigration. Je dis bien toute immigration. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que le premier problème, c'est le nombre. Vous savez, le général de Gaulle disait, on assimile des individus, pas des peuples. Aujourd'hui, ils font peuple. Il y a des enclaves étrangères avec des peuples qui se reconstituent à l'intérieur de nos frontières. Et donc, il y a un univers culturel qui n'est plus l'univers culturel français. Quand vous dites, il y a beaucoup de gens qui veulent s'assimiler, je pense que c'est une infime minorité, qu'on a inversé les proportions. Je vous donne un seul exemple qui va vous amuser, j'espère. Vous savez, il y avait un groupe de rock qui s'appelait Zebda, avec des jeunes gens à l'époque, parce que maintenant, ils sont de ma génération, dans les années 90, avec un chanteur qui s'appelait Magui de Cherfi, à Toulouse, dans la région de Toulouse. Et il a écrit ses mémoires très honnêtes et très sympathiques. Et il raconte que sa mère avait toujours cette phrase « Sois français, mais ne le deviens jamais ». Cette phrase est pour moi le résumé de l'immigration d'aujourd'hui. Et entre le nombre et la volonté majoritaire de ne pas s'acculturer, de ne pas faire à Rome comme les Romains, on a là un problème majeur qui est en train de nous exploser. Et quand vous dites, vous savez, j'ai regardé
certains de vos chiffres quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Parce que vous tenez un discours ferme et en même temps, vous avez exécuté une des dernières lois de régularisation des clandestins. Et ça a été un appel d'air formidable. J'ai regardé les chiffres, j'en ai fini. Quelques chiffres. Quand vous étiez ministre, il y avait 150 000 d'entrées légales. On est à 260 000 aujourd'hui. Et à la fin, en 2002, vous n'étiez plus ministre, je le sais, on était à 200 000. Rien que les naturalisations, il y avait 50 000 naturalisations par an quand vous étiez ministre, et quand vous êtes parti, il faut 5 ans, je crois, de résidence en France pour demander une naturalisation, elles avaient doublé, on était à 100 000. Alors, je conteste ces chiffres. Ah, mais je vous assure que je les ai, c'est des vrais... Alors, ils sont publics, on peut... Alors, vraiment, je peux même vous dire, les naturalisations, j'ai noté 58 000 en 98, 101 785 en 2005. Donc, vous voyez, et il faut 5 ans entre les deux, voilà le résultat. Donc, même vous, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, vous avez eu une politique assez laxiste, mais qui correspond à votre discours, puisque vous dites il faut accueillir... Sur le plan des naturalisations, c'est vrai que dès lors qu'il y avait une volonté d'embrasser la nationalité française, je n'étais pas réticent. Mais par contre, sur le plan de l'immigration, j'ai toujours lutté pour que la loi puisse s'appliquer, que les reconduites puissent s'effectuer, parce que je pense qu'une fermeté sur le contrôle des flux migratoires est absolument nécessaire. Une fermeté sans suppression du regroupement familial et du droit du sol, ce n'est pas une fermeté. Alors, on peut en discuter si vous voulez. C'est vrai que le problème est compliqué. C'est vrai qu'il y a des détournements, par exemple, du droit d'asile. Je suis le premier à le dire. Mais on ne peut pas non plus se fermer à l'immigration. Si. Hein, je pense que... Si. Le problème, c'est le nombre, Jean-Pierre Chevènement, comme dit Éric Zemmour? Je pense que l'immigration doit être proportionnée à la capacité d'accueil. Si un pays est capable d'accueillir, l'immigration peut être relativement souple. Si par contre, il y a des phénomènes de communautarisme, des tensions interethniques, etc., à ce moment-là, il faut avoir le courage de ralentir les flux d'immigration, voire, dans certains cas, de les stopper. Donc vous êtes d'accord avec moi? D'un côté, vous annoncez comme moi la guerre civile, tout est une et donc il faut stopper les flux. Mais je ne voudrais pas hystériser le débat, appeler au déchaînement de passion que je condamne. Je pense qu'il faut manifester vis-à-vis de ces questions beaucoup de sang-froid. Vous savez, les difficultés de la société française tiennent beaucoup aux fractures que la mondialisation libérale, néolibérale, a créées en l'espace d'une quarantaine d'années. Je suis d'accord avec vous. Tout cela a abouti à la désindustrialisation de notre pays, à la création de poches de chômage, au regroupement et à la concentration de toutes les misères du monde. Je suis d'accord. Que ce soit des misères économiques, sociales, culturelles, le regroupement effectivement en fonction de diaspora préalablement installés, de gens venus de très loin et qui ne partagent pas nos mœurs. Et ça pose des problèmes. Mais en même temps... Là, je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Oui, mais je suis parti d'une réalité économique et sociale. Hein. Je considère que là est le déterminant. Eh bien, pas moi. Hein. Moi, vous avez raison, c'est un désaccord entre nous. Je pense qu'effectivement, l'économie a son importance. Je suis d'accord avec vous sur le diagnostic de mondialisation, désindustrialisation et donc France périphérique, pour parler comme Guy Louis, et puis les banlieues, etc. Tout ça, je suis d'accord. Mais après, ce que vous ne voulez pas voir, c'est qu'il y a des déterminants qui ne sont pas seulement économiques, qui sont ethniques, qui sont culturels, qui sont religieux. Nous avons aujourd'hui une autre civilisation sur notre sol et qu'il n'est pas possible d'avoir deux civilisations sur le même sol sans qu'elles ne s'affrontent. Il n'y a pas deux civilisations. Bah si. Il y a la France républicaine qui doit se défendre et je pense que le projet de loi contre le séparatisme va dans la bonne direction parce qu'il cible l'ennemi qui est l'islam radical, l'islamisme radical. Hein. Je pense que... Vous avez remarqué qu'on n'ose plus le citer déjà, que c'est passé du séparatisme islamique au séparatisme avec un S. On en a tellement parlé que finalement les gens ont bien compris ce que ça voulait dire. Ça, c'est sûr. Hein. Et on parle aujourd'hui de laïcité, très bien, mais qu'on comprenne la laïcité comme l'espace commun qui nous rassemble et qui nous permet de vivre notre nationalité d'une manière civique, et non pas par une opposition ethnique ou ethno-culturelle. Je vous rappelle que quand vous-même... Comment ? Il nous reste une vingtaine de minutes. Ah, d'accord. Quand vous-même, vous avez appelé à la discrétion des religions,
vous vous êtes fait agonir d'injures. Je m'en souviens très bien. Moi, j'accepte qu'on m'injurie. Mais moi aussi, j'accepte qu'on m'injurie, vous savez. Alors là, c'est pas le sujet. Mais je vous rappelle... Non, mais c'est pour simplement vous remettre... C'est simplement pour vous remettre là, entre votre idéal... Je n'ai pas changé de ligne. Mais j'ai jamais dit que vous avez changé de ligne. Monsieur Chevènement, je dis simplement que votre ligne est dépassée. C'est tout ce que je dis. Je dis que moi, j'aimerais qu'elle fût la bonne, puisque je la suis et je l'approuve et j'en suis un enfant. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui... je vous répète, pas de politique en dehors des réalités. Vous n'êtes plus dans la réalité. Vous êtes dans l'idéal qui devient l'illusion. C'est tout ce que je dis depuis le début de notre conversation. Je suis partisan depuis toujours qu'on combatte ces dérives que je vois se multiplier depuis longtemps, contre lesquelles je mène le même combat depuis très longtemps, depuis, je dirais, des décennies, car depuis des décennies, j'étais contre le communautarisme. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. C'est que dès le début des années 80, quand je me suis exprimé publiquement, c'était pour mettre l'accent sur la nécessité de développer le lien civique et de rejeter tout ce qui pouvait ressembler à du communautarisme, fût-ce sous les espèces ou les aspects de l'antiracisme, un faux antiracisme. Je ne vous enlève pas ça. Qui n'était pas la bonne méthode pour aider notre pays à surmonter les difficultés qu'il rencontre. Je ne veux nullement vous enlever ça. Je veux simplement dire que vous avez échoué, pardonnez-moi, et que parce que vous avez peut-être pris les mauvaises armes, c'est-à-dire que vous avez cru qu'on pouvait acclimater un islam de France, et ça a échoué. Il peut y avoir des musulmans en France, oui, absolument. Mais il ne peut pas y avoir un islam de France parce que... Pour un islam des Lumières, parce que je distingue entre les musulmans et les islamistes. Mais tous les musulmans, même on peut dire une très grande majorité des musulmans, ne sont pas des islamistes. Mais l'islamisme radical est une valeur qui monte. Vous avez employé une expression que j'adore, parce que c'est la quintessence de l'oxymore, qu'a d'ailleurs reprise Emmanuel Macron, je suppose que c'est vous qui lui avez glissé, l'islam des Lumières. Il ne peut pas y avoir d'islam des Lumières pour une raison simple, c'est que les Lumières, c'est l'émancipation de l'individu par la raison. C'est la phrase de Voltaire, à la fin de sa correspondance, « Écrasons l'infâme », c'est-à-dire « Détachons-nous de la religion, en l'occurrence la religion chrétienne ». Or, l'islam, c'est exactement le contraire. Vous savez, ça veut dire soumission et ça veut dire aussi paix. Et je me suis longtemps interrogé pour savoir quel est le sens des deux. Et en fait, j'ai compris. C'est qu'on est en paix si on se soumet à l'islam. Et vous savez que dans la correspondance de Mahomet, à la fin des lettres de Mahomet, il écrivait « Allez, soumets-toi à Dieu et tu seras en paix ». L'islam, c'est la soumission à Dieu, c'est l'émancipation des lois de l'homme pour aller vers la loi de Dieu, alors que la France, républicaine en particulier, c'est l'émancipation des lois de Dieu par la loi de l'homme. Là, il y a une contradiction fondamentale. La phrase de Voltaire, « Écrasons l'infâme non seulement aux musulmans, mais à toutes les autres religions. Bien sûr. Il n'y aurait pas de laïcité. La laïcité permet à chacun d'exercer sa religion. Oui. Simplement... Dans la discrétion, vous l'avez dit vous-même. Dans la discrétion, plus exactement, dans les limites du commun et de l'acceptation de ce qui nous est commun, c'est-à-dire la raison, l'argumentation raisonnée. Donc c'est une pratique de civilisation, c'est une façon d'être au monde, et c'est cette façon d'être que nous devons défendre. Vous l'avez dit vous-même, c'est une pratique de civilisation. Or, l'islam n'a jamais connu cette pratique de civilisation. Dans l'islam, la laïcité, ça veut dire incroyance. Attendez, vous m'avez raconté vous-même, Monsieur Chevènement. J'ai raconté beaucoup de choses. Mais alors, je vais vous dire ce que vous m'avez raconté. Vous m'avez raconté vous-même, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, comment vous aviez exigé des hauts dignitaires musulmans qu'ils annoncent publiquement qu'ils renonçaient à la fameuse règle du Coran qui punit de mort l'apostasie, le changement de religion. Et vous m'avez avoué vous-même que vous n'aviez jamais réussi à cela. Ils ont avalisé une vague référence à la Déclaration des droits de l'homme, mais en fait, ça n'a jamais marché. Vous-même, vous avez échoué. Dans l'appel que j'ai fait signer à toutes les sensibilités de l'islam, il y a un renvoi à la Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui précise très exactement le droit de changer de religion. Pardonnez-moi, Monsieur Chevènement, vous êtes payé de mots. Et vous savez très bien qu'ils ont refusé
de le reconnaître officiellement. Vous me l'avez dit vous-même, et vous m'avez dit d'ailleurs, vous m'avez parlé de cette charte européenne, mais vous savez très bien que c'est une manière de fausser et de ne pas répondre. Mais vous le savez très bien, vous ne voulez pas l'avouer publiquement, mais vous le savez très bien. C'est vous dire, comme c'est très compliqué d'acclimater une civilisation avec une autre. C'est impossible. Vous savez, Malraux disait... Vous êtes un partisan du clash des civilisations. Je ne suis pas un partisan, je suis un observateur. Non, il y a un clash des civilisations. Mais on peut concevoir des rapports plus harmonieux entre différentes religions, différentes écoles de pensée. Il y a aussi chez les musulmans une grande variété de modes de pensée. Il y a des rationalistes qu'on appelle les mutazilites. Il y a de grands penseurs. Vous savez, vous vous souvenez du mot de Gabin. Il y a aussi des poissons-chats. J'aimerais pouvoir m'exprimer un peu. Alors, dans un espace laïque. Une question. Je propose que CNews proclame la laïcité. Je lui demande de bien vouloir établir une charte pour contenir les élans de M. Zemmour. Comme cela, nous pourrons débattre. Donc, l'islam évolue, est capable d'évoluer. M'a succédé à la tête de la Fondation de l'Islam de France, qui est une fondation éducative, laïque, culturelle. Un homme tout à fait éminent, Khaled Benchir, qui est un grand savant, qui est en même temps quelqu'un qui est convaincu de ses idées et qui veut faire vivre cet islam des Lumières. Le mot n'est pas de moi, il est de Jacques Berck, qui a également employé le mot d'islam de France, disant que la France devait être capable de donner cet exemple. Monsieur le ministre, il nous reste une dizaine de minutes. Je vous lance une dernière question. L'école, puisque l'école vous tient beaucoup à cœur, l'école publique, est-ce que l'école est le premier échelon de la lutte contre le séparatisme, selon vous? C'est évident. Moi, je crois à la puissance de l'éducation. Je pense que la citoyenneté ne va pas sans éducation. J'ai rétabli l'éducation civique en 1985. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut enseigner la République. Il faut que nos enseignants soient eux-mêmes formés à cela. Et la tâche de formation des enseignants est très largement devant nous. Je pense que l'idée qui consistait à confier aux universités le soin de former les instituteurs d'autrefois, qu'on appelle professeurs des écoles, n'est pas la bonne idée. Je pense qu'il faut avoir une formation qui soit plus proche du terrain, comme l'étaient les écoles normales d'autrefois. Mais comme on peut très bien recréer des instituts départementaux qui mettent les futurs professeurs des écoles au contact des classes et qui en même temps leur donnent une formation civique, historique, philosophique, qui leur donne le sens de leur mission, qui consiste à faire France à nouveau, à donner à la France républicaine la capacité, l'élan, la force dont elle a besoin pour faire refluer tous les sceptiques, tous ceux qui doutent, tous ceux qui même manifestent ouvertement que le moment est venu de mettre sac à terre, ce que je regrette, je vous le dis franchement. L'école peut faire France ? Moi, je pense que l'école n'est pas du tout le premier échelon. Je pense que le premier échelon, c'est 1, la famille, et 2, le nombre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans des familles où, justement, on leur dit de ne pas devenir français, et le nombre qui, de toute façon, submerge tous les efforts qu'on peut faire individuellement. Quand vous dites les professeurs, moi, je les plains, les professeurs. Parce que quand vous dites il faut qu'ils tiennent un discours républicain, patriotique, etc., mais regardez ce que sont devenus les programmes. Regardez ce qu'est devenue cette machine de propagande pour les professeurs et pour les élèves. C'est qu'on les oblige à parler de développement durable, qu'on les oblige à parler d'antiracisme, de féminisme, de défense de LGBT. C'est ça aujourd'hui l'école. C'est une machine de propagande politiquement correcte et qui n'enseigne presque plus. Le scandale est là. Et deuxième scandale, c'est la baisse énorme de niveau. Le niveau s'est effondré depuis 40 ans. Et je pense malheureusement que vous êtes en partie responsable à votre corps défendant. Il y a eu 2 grandes décisions qui ont provoqué, d'après moi, l'effondrement du niveau, à part les méthodes des pédagogistes fous. C'est 1, le collège unique en 1974, et 2, votre fameuse annonce sur les 80% de gens au bac. Je sais ce que vous allez me dire, que vous parliez de niveau de bac, que vous aviez instauré le bac professionnel. Je sais tout ça. Sauf que attendez, monsieur, j'ai fini. Le résultat, c'est que on a donné le bac à tout le monde, aujourd'hui on est à 90%, vous devriez être content, et simplement le niveau s'est effondré parce qu'on a abaissé le niveau d'exigence. Monsieur le ministre vous répond, Éric Zemmour. Vous savez très bien que j'ai prôné l'élitisme républicain. Oui, mais on ne vous a pas écouté sur ce flanc-là. J'ai donné une ambition au système éducatif français
de porter à 80%, non pas le nombre de bacheliers, mais le nombre de gens qui poursuivraient leurs études jusqu'à l'âge de 18 ans, le niveau bac, comme on dit, parce que c'était le cas dans presque tous les pays avancés. Le Japon, les États-Unis, ce n'était pas vrai en Allemagne, ni au Royaume-Uni. Mais je pensais que c'était un bon objectif, et d'ailleurs, nous l'avons atteint grâce à la décentralisation des lycées, à leur multiplication, et bien entendu, ça ne veut pas dire en rabais d'exigence. Si, et c'est ce je qu'on a fait, décline toute responsabilité encore une fois quant aux consignes de laxisme qui ont pu être données. Moi, je n'en ai jamais donné aucun signe. J'ai pas dit que vous aviez donné des consignes de laxisme. J'ai dit que vos successeurs... J'ai toujours tenu le langage de l'exigence. Éric Zemmour, j'ai toujours tenu le langage de l'exigence, oui, y compris à l'école, vis-à-vis des professeurs. Et je pense que les réformes qu'a entreprises Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens. La division des petites classes, là où se font les apprentissages fondamentaux, est une bonne chose parce que c'est fondamental, c'est par là que ça passe. Et j'observe ce qui se passe dans la réforme du lycée. Elle est difficile, mais elle permet d'associer davantage les professeurs à l'effort d'orientation des élèves. Et de ce point de vue-là, je crois que les résultats ne sont pas aussi mauvais que ceux que vous dites. Monsieur Chevènement, je pense que j'aimerais vous présenter des profs et j'aimerais vous montrer les copies de bac qu'ils me montrent. Et vous comprendriez alors l'effondrement. Je suis encore en dessous de la réalité, monsieur Chevènement. Vous n'imaginez pas à quel point le niveau s'est effondré. L'exercice qui consiste à faire la même dictée, tout à intervalles réguliers. Oui. Donc on peut voir les tendances générales. Mais il y a 40 fautes, vous savez bien. C'est une catastrophe. À ce niveau-là, vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. Le niveau ne s'améliore pas, mais je pense que les mesures prises depuis un an ou deux par Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens. Pardonnez. Je pense que le rappel de la méthode syllabique ou de méthode simple, accessible, est quelque chose de judicieux. Oui, absolument. Il faut faire. Et il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est un travail de tous les jours. L'éducation, ce n'est pas une chose facile. Non. Moi, j'ai vécu avec mes parents instituteurs. Je sais le travail de chien qu'ils se donnaient, corrigeant leurs copies tous les soirs, jusqu'à 11h du soir. Je suis d'accord. Et je sais, par les conversations que j'ai entendues tout petit, combien cet effort peut être quelquefois ingrat, mais aussi combien il est bénéfique aux enfants et combien il est gratifiant pour le maître quand il reçoit des témoignages de satisfaction de ses anciens élèves. Mais là aussi, monsieur Chevènement, pardonnez-moi, vous vivez dans un monde irréel. Vous vivez dans le monde des mots. Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'aujourd'hui que la vie des profs, pris entre les instructions de propagande dont je parlais tout à l'heure, les récriminations des profs, les élèves qui ne respectent plus aucune autorité. J'aimerais vous montrer qu'il y a encore de bons professeurs. Mais oui, encore de bons professeurs. Il y a des professeurs très exigeants. Mais je suis d'accord avec vous. Qui passent beaucoup de temps. Je dis leur enfer, l'enfer qu'ils vivent. Je ne dis pas que c'est un enfer. Mais en même temps, rien ne remplacera l'école. Et la télévision, les parents, je ne sais pas comment vous formerez les parents, mais l'école est le moyen qu'on a de structurer la pensée des enfants, de les aider à progresser. Elle ne structure plus rien, monsieur Chevènement. Mais atterrissez, elle ne structure plus rien. On vit dans un monde, mais vous ne rendez pas compte de ce que c'est, que les cours sont déstructurés. Tourner en boucle. Oui, mais c'est important. Nous n'allons pas tourner en boucle indéfiniment. Vous êtes désespérés. Oui. Vous pensez qu'il n'y a de place que pour les passions, les haines. Non, pas du tout. Moi, je constate, monsieur Chevènement. Je considère qu'il y a place pour le combat, le simple combat du quotidien, qui fait que des milliers, des centaines de milliers d'enseignants se dévouent tous les jours. Oui. Pour justement lutter contre l'obscurantisme, vous avez raison, l'ignorance. On ne leur donne pas les moyens. On ne leur donne pas les moyens de lutter contre l'obscurantisme, monsieur Chevènement. On peut revaloriser la situation. Non, je ne vous parle pas de moyens financiers, je ne vous parle pas de moyens matériels, je vous parle de moyens, j'allais dire politiques, idéologiques. On ne leur donne pas. Moi aussi, j'ai cru en monsieur Blanquer et je suis très déçu. Je pense qu'il a assez vite renoncé, à part remettre la méthode syllabique, c'était très bien. Je ne sais pas si elle est appliquée partout aujourd'hui, mais en tout cas, très vite, il a renoncé à son combat. On voit bien que le niveau ne progresse pas, qu'il n'y a pas de remontée, que là, il a donné le bac à tout le monde l'année dernière, profitant de l'épidémie, et que je vous assure, monsieur Chevènement, c'est pas que je veuille faire profession de désespoir, c'est que je vous dis l'ampleur du travail est colossale. Vous démoraliseriez une armée à vous tout seul, c'est la marque de votre talent. Parce que, mais en même temps, ça mériterait qu'on vous fasse fusiller. Pardon ?
Fusillé ? En temps de guerre, je dis bien, puisqu'il démoraliserait une armée. Oui, quand même pas. Je ne suis pas. Non, mais c'est Monsieur Chevènement. Je ne suis pas du tout. L'intention de fusiller. Pas du tout. Je pense que. Sinon, peut-être du regard. Je préfère. Je pense que pour vraiment lutter efficacement, il faut prendre acte de la réalité de ce que c'est devenu. C'est tout. Mais je regrette que nous n'ayons pas pu débattre Allez-y, je vous en prie. d'une manière fine et argumentée, parce que vous nous avez répété presque en boucle vos convictions. Et vous aussi. Elles sont les vôtres. Mais j'ai essayé d'introduire un peu de nuance en disant que la bouteille était à moitié vide et à moitié pleine, qu'il y avait des efforts à faire, que le drame serait de baisser les bras, de renoncer. Et j'aimerais que vous soyez moins systématique, que vous ne cherchiez pas à hystériser le débat, mais au contraire à le permettre et à faire en sorte que la raison progresse un peu dans notre pays. Ce que vous appelez nuance, j'appelle édulcoration. Et ce que vous appelez hystérisation, j'appelle réalisme. Pardonnez-moi, on n'a pas les mêmes mots et pour les mêmes choses. Moi, je ne considère pas que vous avez à ajouter des nuances. Je pense que vous avez passé votre temps à édulcorer la dureté de la réalité. Donc, excusez-moi, moi, j'appelle pas ça vos nuances. Et quand vous me reprochez le systématisme, non. Je suis désolé, j'essaye effectivement de donner une logique systémique à ce qui se passe parce qu'elle existe. Parce qu'elle existe. Il y a une volonté depuis 40 ans d'une camarilla de gens à la rue de Grenelle, dans les universités, dans d'autres milieux, pour détruire la France, la République et l'école de la République. Et ça, c'est pas, il n'y a pas de nuance à avoir. Ce sont nos ennemis, à vous et à moi, Monsieur Chevènement. Une minute et le dernier mot à vous, J'aimerais Monsieur le simplement ministre. qu'on réduise un peu le son, parce que Monsieur Zemmour parle trop fort. Pour terminer sur une note enjouée, je dirais que quand on met trop fort une télévision, par exemple, ça finit par assourdir, on n'entend plus rien du tout. Et je pense que M. Zemmour devrait essayer de se faire entendre avec des arguments qui fassent appel à l'intelligence du citoyen. Mais je pense que ce qui nous permettrait d'espérer à nouveau dans la France et dans la République. Mais je pense que les gens, je fais appel à leur intelligence. En tout cas, certains me le disent. Jean-Pierre Chevènement, on a entendu votre nuance, ne pas baisser les bras. On a entendu effectivement votre volonté d'aller de l'avant. On remonte encore votre livre « Qui veut risquer sa vie la sauvera ». Mille merci d'avoir participé à ce débat. Merci Éric Zemmour. Excellente suite de programme sur CNews. Merci à tous.